Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel avis et analyse de l'épisode 8 des Anneaux de Pouvoir, le final. Ouh. Avant d'attaquer, comme d'habitude, je vous préviens, je vais spoiler l'intégralité de la saison 1 et sérieusement, je vais discuter des grosses révélations de cet épisode dès le début de la vidéo. Donc revenez une fois que vous aurez tout vu. Ok, avant de commencer, je voudrais lire un rapide extrait que je pense qui est bien pour tout le monde, y compris pour moi, de garder en tête avant d'attaquer vraiment la discussion autour de cet épisode. Et c'est une citation de Christopher Tolkien. Si vous savez pas, Christopher Tolkien, c'est le fils de J.R.R. Tolkien et c'est lui qui a aidé à sortir tous les livres qui sont sortis après la mort de son père J.R.R. Tolkien. Parce que du vivant de Tolkien, il n'a sorti que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Tous les livres qu'on connaît qui sont sortis ensuite, dont le Silmarillion, d'où vient l'extrait que je vais lire, ont été édités par son fils Christopher Tolkien. Et comme je disais, je pense que c'est une citation qui est assez intéressante pour la discussion autour de cet épisode, donc voilà. Ça vient de l'avant-propos du Silmarillion. Voici ce que dit Christopher Tolkien. Il ne faut pas chercher, dans les pages du Silmarillion lui-même, ou entre le Silmarillion et les autres récits publiés de mon père, une parfaite cohérence, laquelle n'eût été possible, et encore qu'au prix de sacrifices coûteux et inutiles. Qui plus est, mon père en vint à concevoir le Silmarillion comme une compilation, un récit condensé, établi longtemps après, à partir de sources très diverses. Des poèmes, des annales, des contes de tradition orale, ayant traversé les âges. Conception qui se reflète d'ailleurs dans la composition de ce livre, dont une bonne part porte la trace d'anciens morceaux en vers ou en prose. C'est donc, d'un certain point de vue, une compilation dans les faits, et non seulement en théorie. Je trouve cette citation intéressante parce que il y a eu beaucoup de discussions autour de la justesse et de l'exactitude de l'adaptation autour de cette série, ce qui est une discussion qui est tout à fait justifiée à chaque fois qu'on adapte un texte. Mais je pense que c'est bien de garder en tête que même Tolkien n'avait pas, J.R.R. Tolkien, l'auteur d'origine, n'envisionnait pas l'histoire qui se passe avant Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux comme quelque chose de 100% fixe. C'est exactement ce que dit Christopher Tolkien ici, et ce qu'il explique, c'est que son père a toujours envisionné ces récits-là comme des récits qui étaient rapportés, qui venaient de poèmes, de contes, etc. C'est ce qu'il dit, que lui, il a compilé tous ces récits pour en faire un texte cohérent. Et ce que j'aime à penser pour cette série, ce que j'aime à penser pour les films qu'on a eu auparavant, et pour les films qu'on aura dans le futur, et pour tous les projets qu'on aura dans le futur autour des récits de J.R.R. Tolkien, c'est qu'en fait, c'est juste des versions différentes. C'est comme si Tolkien, il a la version la plus précise, sans doute la plus exacte. Mais les showrunners et scénaristes de cette série, ils ont entendu une chanson différente et ils ont raconté... Ça se passe dans le même monde et il y a plein de choses similaires, mais ils ont raconté la version que eux ils ont entendue. Et cette version, elle a été différente parce qu'elle a été dans un autre coin de la Terre du Milieu. Et je pense que... ça a l'air d'être comme ça que l'a vu aussi Christopher Tolkien, sans qui on n'aurait pas eu le Silmarillion, sans qui on n'aurait pas eu tous ces autres textes. Donc, évidemment, il y a énormément de différences, surtout dans cet épisode, entre ce que l'on sait, principalement du Silmarillion, alors qu'ils n'adaptent pas le Silmarillion, ils adaptent les appendices du Seigneur des Anneaux. Mais il y a beaucoup de différences entre ce que l'on sait du texte de Tolkien et ce qu'il nous raconte dans cette série. Ça veut pas dire que la série est mauvaise, et ça veut pas dire forcément que c'est une mauvaise façon d'aborder la Terre du Milieu. C'est juste un peu différent. Encore une fois, moi il y a des choses qui m'ont pas du tout dérangé, il y a des choses qui m'ont chiffonné un petit peu, mais il faut juste... ça m'a chiffonné pas parce que c'était mal écrit, ça m'a chiffonné parce que c'était pas ce que j'avais en tête en fait. Et du coup, c'est pas une bonne façon de critiquer une série. On peut pas critiquer une série parce que ça correspond pas exactement à 100% à ce qu'on imaginait. Ou même, on peut pas critiquer une série parce que ça correspond pas 100% à ce qu'il y avait dans les pages d'un livre. C'est une adaptation. Ok. Promis, ça sera pas aussi sérieux tout le temps parce qu'il y a plein de choses rigolotes à discuter dans cet épisode. Et d'ailleurs, la prochaine est assez intéressante et je veux faire une autre citation. Premier, après j'arrête avec les citations de Tolkien et on regarde juste l'épisode pour ce qu'il est. Mais si vous continuez dans le Silmarillion ou si vous allez dans les lettres éditées de J.R.R. Tolkien, que Tolkien il écrivait beaucoup de courriers et toutes ces lettres, enfin non pas toutes ces lettres, un certain nombre de ces lettres ont été éditées et celle-ci en particulier, c'est une lettre qu'il avait écrite à un ami et éditeur à qui il décrit ce qu'il voulait raconter dans le Silmarillion. Et
elle est particulièrement intéressante au point où, quand ils ont réédité le Silmarillion récemment, ils l'ont mis au début du texte parce qu'il y a des ajustements qui ont été faits une fois qu'on a retrouvé cette lettre. Et je vais vous lire un petit extrait qui parle de Sauron. Oui, c'est pour ça que j'ai mis un spoiler au début. Oui, évidemment, Halbrand et Sauron, on va en discuter, promis, dans les détails dans 5 secondes, mais bref, je veux lire cet extrait pour ensuite attaquer l'épisode. Sérieusement, voilà ce que J.R.R. Tolkien, l'auteur, dit sur Sauron. Sur Sauron au deuxième âge, la peur le pousse à se repentir lorsque le premier ennemi, Morgoth, est complètement vaincu. Mais il n'obéit finalement pas à l'ordre de s'en remettre au jugement des dieux, il s'attarde en Terre du Milieu, très lentement, avec au début d'honnêtes intentions, la réorganisation et la réhabilitation de la Terre du Milieu en ruine, abandonnée des dieux, il devient une réincarnation du mal et n'est que convoitise du pouvoir absolu, ainsi consumé d'autant plus violemment par la haine, particulièrement envers les dieux et les elfes. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est au milieu de cet extrait où ça dit qu'au début, il avait des intentions honnêtes, la réorganisation et réhabilitation de la Terre du Milieu. Ce que moi, j'avoue que je n'avais pas gardé en tête sur la personnalité de Sauron, c'est pas un truc qui revient très régulièrement, et que je trouve très intéressant parce que c'est ça qu'ils ont fait dans la série. Je pense sincèrement, on va en reparler vraiment, je m'avance sur le sujet, mais je pense très sincèrement que Halbrand, pendant la saison 1, c'est ce qu'on est censé comprendre, était pas sûr exactement de ce qu'il voulait faire et de ce qu'il allait faire. Je pense qu'il aurait jamais pu devenir une bonne personne, quoi qu'il en dise, mais je pense qu'il pense... En tout cas, c'est comme ça que je trouve que l'acteur l'a joué, que lui, il est persuadé qu'il pourrait être une bonne personne, mais il a quand même des intentions de réorganiser et réhabiliter la Terre du Milieu, ce qui est évidemment des intentions de sa part assez maléfiques. Voilà, bref, je voulais sortir ces deux extraits parce que je les trouve intéressants. Je sais qu'il y aura encore, comme je disais, toujours beaucoup de discussions autour de est-ce que c'est fidèle ou pas fidèle à Tolkien, mais il faut se rappeler que Tolkien n'avait pas une histoire à 100% faite de la Terre du Milieu. Il avait plein d'idées, il savait à peu près dans quelle direction allaient les choses, etc. Mais il changeait d'avis régulièrement, et dans le concept même de tous les textes qu'il a écrits, c'est toujours des textes rapportés. Et donc rien n'est fixe à 100%. Et deuxièmement, Sauron qui essaye vaguement un petit peu de se repentir, et qui s'attarde en Terre du Milieu, et qui veut soigner la Terre du Milieu, c'est aussi quelque chose que Tolkien avait écrit. Je trouvais ça assez intéressant à mentionner avant qu'on attaque réellement l'épisode, ce que l'on fait tout de suite maintenant. C'est parti. Ok. On va commencer par la plus petite partie de l'épisode qui, selon moi, aurait sans doute pu être mise dans l'épisode précédent, juste parce que je trouve que tout ce qui se passe à Numénor, donc on va regarder ce qui se passe à Numénor et avec les Numénoréens dans le bateau, c'est du teaser de saison 2, je trouve. C'est pas inintéressant, je suis très intéressée par ces personnages et j'aime beaucoup Numénor et j'ai très hâte de voir la suite de ces histoires. Mais évidemment, on se concentre sur l'étranger et sur Halbrand dans cet épisode principalement, et donc Numénor c'est juste des petites gouttes par là pour rappeler à tout le monde que ça va être important dans le futur, mais c'est pas vraiment majeur, on va dire, pour l'épisode. On retrouve Tar Palantir le roi sur son lit de mort, hein, honnêtement, avec Pharazôn qui le surveille. J'ai vu quelqu'un sur internet suggérer que Pharazôn il allait peut-être étouffer à ce moment-là et qu'il allait étouffer Palantir avec un coussin. Parce que l'image, c'est évidemment pas le style, mais l'image est assez rigolote. Pharazôn fait venir des gens pour dessiner le visage, afin, j'imagine, ensuite de pouvoir créer, c'est ce qui raconte un tombeau digne d'un roi. Et il recrute notamment Éarienne, la fille d'Elendil et la sœur d'Isildur, pour qui, en effet, on savait qu'elle était apprentie, donc c'est assez logique, et elle se retrouve donc à dessiner le roi, à sketcher le visage du roi, et celui-ci lui parle, délire un petit peu, et il pense qu'elle est Myriel, notamment, et il la prévient à nouveau sur le fait qu'il faut respecter la voix des anciens, qu'il faut retrouver les anciennes traditions, etc. etc. Il n'est pas en super état, hein, Pharazôn. On comprend bien qu'il va mourir. Elle s'écarte 5 minutes pour aller demander de l'aide, et quand elle revient, il a disparu de son lit et il est allé jusqu'à son trône et il ouvre la porte qui donne vers la tour
dans laquelle on retrouve un palantir. Et donc, on voit Arianne en train de regarder le palantir. On a eu Bref, le roi, juste avant, l'a prévenu qu'il fallait pas regarder trop longtemps, fallait pas rester trop longtemps à regarder le palantir parce que, à la force, tu peux plus distinguer ce qui est le présent, le passé, le futur. Clairement, et Arianne, ils vont en faire... J'ai eu plusieurs théories. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait être en opposition avec son père et avec les fidèles, donc les gens qui veulent respecter les traditions et qui veulent avoir une relation avec les elfes à Numénor. Clairement, elle était contre la guerre. Elle voulait pas que son père et son frère y aillent. Elle n'était pas en accord avec Myriel, donc c'était plutôt parti pour être en opposition, pas de façon guerrière, mais en tout cas de façon politique, avec son père là-dessus. On se demande ce qu'elle va voir. Donc soit elle voit la même vision que Myriel et Galadriel, c'est-à-dire la vague qui emporte Numénor, soit elle voit autre chose. Je me demande si elle va pas voir... Parce que ça pourrait l'encourager. Je continue à penser qu'elle sera plutôt un personnage antagoniste, on va dire. Et je me demande si elle va pas continuer à voir justement le fait que aller en Terre du Milieu, ce sera pas bon pour sa famille. Ce sera pas bon parce que elle sait pas encore que son frère Isildur est pas revenu, on va dire ça comme ça, est pas revenu de l'expédition, que son père le croit mort, que tout le monde le croit mort. Et dans tous les cas, la Terre du Milieu, ça va pas être une bonne chose pour sa famille, Ouais. Du coup, peut-être qu'elle va voir quelque chose sur les anneaux, peut-être qu'elle va voir quelque chose sur la Terre du Milieu et que ça va... Soit ça va la convertir à devenir une fidèle, soit au contraire, ça va la rendre encore plus extrême dans son opposition aux idées de son père. Donc ça peut être intéressant. Soit c'est autre chose que j'ai pas vu du tout, mais j'imagine que ça va aller dans un sens ou dans l'autre. À côté, on retrouve donc les Numénoréens qui sont en train de revenir à Numénor après leur échec dans les terres du Sud. On retrouve notamment notre pauvre Valandil, tout triste et désespéré d'avoir perdu tous ses amis dans cette expédition-là. On retrouve aussi Myriel dans les soutes du bateau, en train d'essayer de se préparer à marcher sans voir, évidemment. Et elle a une discussion assez intéressante avec Elendil, avec qui ils sont devenus assez proches, et ils ont une relation assez intéressante, pas du tout romantique, mais parce que ils restent toujours dans leur hiérarchie de lui, il est capitaine et elle c'est la reine. Mais il y a clairement une confiance qui s'est établie entre les deux, qui est assez intéressante, et Elendil avoue qu'il est infidèle. Il lui dit, oui, en effet, Elendil ne signifie pas seulement celui qui aime les étoiles, qui est une référence à quelque chose qu'elle lui avait dit il y a 3 ou 4 épisodes, que son nom avait plusieurs significations. Et il parle du faire partie des fidèles, donc encore une fois, les gens qui respectent les traditions, qui sont proches des elfes, et surtout les gens qui acceptent que la mort soit un don de Eru et de Dieu, et que c'est le destin des hommes, des humains. Et qu'il faut accepter que la mort fait partie de la vie. Bizarre à dire, mais bref. Ce qu'ils disent exactement, c'est faire partie des fidèles, c'est s'engager à payer le prix sans connaître ce prix, mais croire qu'à la fin, ça en vaudra la peine. Myriel et Elendil disent tous les deux que le prix est quand même très fort, mais Elendil confirme qu'il pense toujours que ça en vaudra la peine à la fin, ce qui est impressionnant comme croyance, puisqu'il a quand même perdu, donc on sait qu'il avait perdu sa femme avant le début de la série, puis là, il pense avoir perdu son fils, donc il faut vraiment que ta foi, elle soit forte pour que tu continues à aller dans ce sens-là, mais c'est assez joli comme discussion. Et ils arrivent ensuite à Numénor, donc Elendil aide Myriel à avancer, et quand ils arrivent, on voit tout le monde choqué, regarder un peu à droite, à gauche. Myriel demande qu'est-ce qui se passe, et on a donc un plan sur la ville, avec des drapeaux noirs partout, qui signifie évidemment que le roi est mort. Le dernier plan qu'on a à Numénor, c'est Pharazôn qui observe le roi décédé maintenant, qui est évidemment très... ça prédit des histoires pour le futur, disons. L'image est assez intéressante, on va dire, sans rentrer dans le détail. Comme je disais, je trouve ce petit bout de l'épisode assez intéressant, mais pas particulièrement nécessaire. J'aurais peut-être mis dans l'épisode précédent, on aurait pu facilement, je pense, l'intégrer ailleurs pour peut-être rester un peu plus concentré sur les 2 grosses intrigues qu'on avait dans le final, mais globalement, ça tease le conflit qui va arriver en saison 2.
Et ça nous remet ça nous confirme un petit peu les pièces qui sont Elendil et Myriel sont clairement du côté des fidèles. Potentiellement, et Ariane, la fille d'Elendil, le sera pas. Et Pharazôn est mystérieux et observe tout le monde et tout ce qui se passe. Et manipule les choses à droite à gauche. En tout cas, voilà. Numénor, c'était très intéressant en saison 1. Ce sera, je pense, absolument passionnant dans les prochaines saisons. J'aime beaucoup les acteurs, notamment le gars qui joue Pharazôn. Alors dans cet épisode, on l'a vu 30 secondes, mais il est... Ouais, les quelques scènes qu'il avait, il y avait une scène la scène où il parle à son fils, il y a quelques épisodes, était absolument fascinante. Donc j'aime beaucoup Numénor, mais bon, dans cet épisode, c'était évidemment pas le plus passionnant. Le deuxième morceau, beaucoup plus important, qu'on a dans cet épisode, c'est ce qui se passe avec l'étranger, les pieds velus et les mystiques. On commence donc à Verbois-le-Grand, Greenwood en anglais, vers où d'ailleurs Sadok avait dit à l'étranger de se diriger parce que les humains ils sont par là et qu'il le conseillait d'aller voir les humains. On le voit regarder la pomme que Nori lui a donnée avec tristesse et il se fait piquer la pomme par une silhouette qu'on ne discerne pas mais qui ressemble un petit peu à Nori. Il poursuit Nori, la personne qui ressemble à Nori à travers les bois et la silhouette se relève et il se trouve que c'est l'une des mystiques qui a la capacité de changer d'apparence et on retrouve les 3 mystiques qui s'agenouillent devant l'étranger et qui le nomment Seigneur Sauron. Je savais que c'était pas Sauron. À ce moment-là de l'épisode, je fais pas de façon linéaire, mais là ça se passe avant que Halbrand et Galadriel arrivent en Eregion, mais il y avait pas... Enfin, ouais, je savais que c'était pas Sauron. J'étais quasiment persuadée à 99,99999% que les 3 mystiques se plantaient complètement. Mais elle continue, elle lui explique ce qu'elle pense qu'il est. Elles disent quelque chose d'intéressant qui reviendra un petit peu plus tard, qui est qu'elles viennent de la région de Rhûn, ou Rhin, je sais pas comment on prononce en français, à l'est. Et elle lui explique que donc il a des pouvoirs et qu'il contrôle un peu les éléments et que avec le temps, il contrôlera ses pouvoirs. Quand elle lui parle, il se sent un peu encouragé, on va dire, à utiliser ses pouvoirs, ce qu'il contrôlait beaucoup quand il était autour des pieds velus pour pas leur faire de mal. Et donc il se laisse un petit peu aller au point d'effrayer complètement les mystiques qui se décident de l'endormir un petit peu et de l'attacher à un arbre jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler ses pouvoirs. Quelque chose me dit que si ça avait été le vrai Sauron, il aurait peut-être pas été très tolérant sur le fait de se faire attacher à un arbre. Mais bon, bref. On a notre quatuor, Nori, Poppy, Marigold et Sadok, qui sont en train d'observer la situation avec Freyr. Donc ils ont évidemment suivi pour essayer d'aller prévenir l'étranger de l'arrivée des mystiques, et ils sont arrivés un petit peu trop tard. Nori et Sadok vont essayer de porter secours à l'étranger, mais les mystiques avaient compris ce qui se passait, et en fait l'étranger c'était donc l'une des mystiques, blablabla. Et on a toute une scène d'action à partir de là qui est plutôt cool, on s'attendait pas. C'est intéressant parce qu'ils ont réussi à faire une scène d'action assez prenante, avec des personnages qui ne se battent pas, qui sont très peu capables de se battre. Malheureusement, j'étais choquée quand c'est arrivé. Parce que je m'attendais pas, vu que c'est des pieds velus, on s'attend pas vraiment à ce qu'ils se fassent tuer par quiconque, c'est des pieds velus. Mais Sadok se prend un couteau dans le ventre, devant les yeux horrifiés de Nori, qui se fait elle-même capturer par les mystiques. Et les mystiques étaient sur le point de tuer Nori, mais l'étranger se réveille, et Nori c'est sa pote, hein, donc il n'accepte pas vraiment qu'elle lui fasse du mal, et du coup s'engage un conflit, un baston entre la mystique numéro 1, la principale, et l'étranger, qui est évidemment très réminiscente du conflit qu'on a vu entre Saruman et Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le film de Peter Jackson. C'est assez télékinétique principalement. Encore une fois, l'étranger maîtrise pas à 100% ses pouvoirs, donc il se fait un petit peu maîtriser, quoique il se défend plutôt pas mal, mais voilà. Les mystiques en ont clairement marre,
et du coup elle décide de passer aux attaques de feu, ce qu'on a déjà vu dans l'épisode précédent, c'est pas cool. On est au niveau de on va cramer du Hobbit, ce qui est une attitude très trollesque quand même, si on repense à The Hobbit. Mais les Hobbits, enfin les pieds velus se planquent à droite, à gauche. Encore une fois, j'ai pas énormément de choses à dire sur tout le... Là, il y a quand même une grosse scène d'action, mais qui est très très bien. Et qui est bien foutue. C'est de nuit, mais on y voit à peu près des choses. J'ai apprécié qu'il y ait les flammes qui arrivent à un moment donné, parce qu'encore une fois, la scène était un peu plus visible. Mais ça fonctionne bien avec les pieds velus qui principalement se planquent, qui lancent des cailloux de loin, donc ils essayent pas du tout pour de vrai avoir un conflit armé. L'étranger qui essaye d'aider, mais qui se fait maîtriser la plupart du temps, parce qu'encore une fois, on a établi qu'il n'avait pas contrôlé ses pouvoirs. On a l'une des mystiques à un moment donné qui lui fait voir des choses qui essaye de lui montrer qui il est censé être, ce qui l'effraie beaucoup, et il dit à Nori qu'il est dangereux, qu'il est un péril et qu'elle devrait pas. Et Nori lui dit mais c'est pas à elle de te montrer qui tu es, c'est toi qui dois montrer ce que tu es avec tes actions. C'est assez désespéré, les pieds velus ont beaucoup de mal à repousser les mystiques évidemment. Le visuel est très très intéressant. J'ai pas énormément de commentaires à faire parce que je répète en boucle que j'ai trouvé ça sympa comme scène, mais le visuel était assez impressionnant, et vu qu'ils avaient réussi à blesser Sadok, j'ai eu un petit peu peur pour... je pensais pas que Poppy et Nori étaient réellement en danger, mais Marigold ça aurait pu être, mais au moment où évidemment tout le monde allait se faire trucider, l'étranger... Enfin, Nori a réussi à piquer le bâton à la mystique principale et le passe à l'étranger. Je vais finir par l'appeler son nom à un moment donné parce que ça me perturbe. Et il arrive à contrôler un peu mieux ses pouvoirs, à réduire les flammes partout, à la grande frayeur des mystiques. Et les mystiques comprennent à ce moment-là qu'il n'est pas Sauron. Et elles disent c'est l'autre, c'est un des Istar. Et Istari, c'est les magiciens. Donc Saruman, Gandalf, Radagast, les bleus. J'oublie toujours les prénoms des bleus, pardonnez-moi, je vais les appeler les bleus, tout le monde sait de qui je parle. Et sont globalement horrifiés, hein, c'était pas ça qu'elles avaient prévu. Et notre ami l'étranger, / Gandalf, c'est Gandalf, hein. Globalement c'est Gandalf, C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin non, en plus parce que ce qu'il dit un petit peu plus tard, mais parce que c'est Gandalf. Il n'y avait pas vraiment de raison de faire en sorte que si c'était l'un des autres Istar, qu'il ait une relation avec les pieds velus, en fait. La raison numéro 1, c'est sa relation avec les pieds velus mènera à la relation qu'il aura avec les hobbits, dont Bilbo et Frodo plus tard. Il utilise son pouvoir à travers le bâton de la mystique et les renvoie dans les ténèbres. Le visuel est assez intéressant. J'ai aucune idée de qui étaient réellement les mystiques. Je sais pas si ça vient peut-être du livre. Il y a peut-être des gens qui ont une meilleure mémoire que moi qui seraient capables de dire qui elles étaient. Moi, je me souviens pas, j'avoue. Et peut-être que c'est une invention complète. Dans tous les cas, j'ai trouvé le visuel cool. Les personnages elles étaient effrayantes, elles étaient mystérieuses, ça marchait vachement bien. Et leur mort, leur disparition était assez impressionnante en termes de visuel. Se transforme en papillon de nuit, c'était assez joli. Et au moment où il fait disparaître les mystiques, le bâton disparaît aussi. Ce qui m'a surpris parce que je m'attendais à ce qu'il utilise ce bâton comme sa base pour devenir son bâton à lui, mais j'imagine que ça sera pour la saison 2. Saison 1, c'était la création du Mordor. Saison 2, la création du bâton de Gandalf. On a une demi-seconde de célébration entre les pieds velus et l'étranger, tout le monde est content, mais on se retourne et évidemment on se souvient que Sadok s'est pris un poignard dans le ventre, et Sadok nous fait comprendre que il est sur le point de mourir. Je m'y attendais pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je m'attendais pas du tout, j'étais un peu choquée. En vrai, en y réfléchissant après coup, Lenny Henry, l'acteur qui joue Sadok Burrows, est un immense acteur très 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 connu et très très respecté, notamment en Angleterre, et c'est un homme qui fait 3547 projets en même temps. Donc en fait, j'aurais dû me douter qu'il irait sans doute pas au-delà d'une saison 1. Je pensais pas qu'ils allaient me le tuer là. Dans tous les cas, j'étais bien triste de le voir partir. On a une très belle dernière image avec les 4 qui regardent le soleil se lever, et Sadok Burrows qui dit qu'il va aller rejoindre
sa femme. Donc c'est une scène assez touchante et je suis triste. C'était un personnage sympathique et rigolo et ouais, il va nous manquer un petit peu en saison 2. C'est globalement une jolie scène et l'étranger les rejoint à la fin. Encore une fois, tous à regarder le soleil qui se lève. On n'a pas encore terminé exactement avec les pieds velus puisqu'on les retrouve ensuite au verger. Donc ils sont retournés là où sont tous les pieds velus, la famille de Nori, etc. Et on a une discussion entre Gandalf, je vais arrêter de dire notre mot parce que voilà, entre Gandalf et Nori. Vous savez ce qui est bizarre? C'est que j'ai pas encore réalisé qu'il joue Gandalf. C'est-à-dire que je le sais qu'il est Gandalf. Et je m'en doutais depuis plusieurs épisodes, mais dans cet épisode l'a évidemment confirmé. Ian McKellen a laissé une trace dans nos mémoires à tous qui ne partira jamais. Et l'acteur Daniel Weyman, je crois c'est son nom, est excellent. J'ai beaucoup aimé l'étranger dans toute la saison. Là. Il a réussi à trouver cette espèce d'équilibre entre très sympathique et aimant, tout en ayant cette air de mystère et de danger au moment qui ressort. Donc, excellente performance, mais je suis pas sûre que mon cerveau a accepté encore qu'il soit Gandalf. Ça viendra, il y a pas de souci, il y a plein d'acteurs peuvent jouer le même personnage, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que il va me falloir un petit peu de temps avant que vraiment j'associe le mot Gandalf à cet acteur et à ce personnage-là. Il ne dit jamais le nom Gandalf, à aucun moment, parce que c'est pas un nom qu'il a à ce moment-là, en fait. Lui, ce personnage-là, il s'appelle Olorin. Quand il est à Valinor, il a envoyé... Alors, je ne sais pas si c'est ce qui se passe exactement dans la série. Dans les textes, les Istari sont envoyés par les Valar pour aider dans la lutte contre Sauron au début du Troisième Âge. Oui, il y a un écart. Cet écart-là, avec le texte, il m'est égal. D'ailleurs, Tolkien a lui-même dit que c'était possible que les Istari soient passés par la Terre du Milieu au Deuxième Âge, encore une fois, dans des lettres qu'il a envoyées et tout ça. Donc, aucun problème là-dessus. Vraiment aucun. Sur son nom, si je me trompe pas, à Valinor, il s'appelait Olorin. C'est son nom d'origine, on va dire. Et tous les noms dont on le connaît ensuite, c'est des noms qui lui ont été donnés par des gens qui le voyaient se balader en Terre du Milieu. Donc, Mithrandir, qui est sans doute le nom, l'un des noms les plus utilisés, ça veut dire le voyageur gris, en gros. Je sais pas si c'est ça la traduction exacte qu'ils ont donnée en français, mais globalement. Gandalf, il me semble que c'est une traduction de Mithrandir. Il a aussi un nom dans le langage des nains, qui, globalement, tous ces noms-là, ils veulent un peu dire le gars en gris qui se balade, pour résumer. Donc c'est pas son nom, c'est une description de ce qu'il est. Donc ça va être intéressant de voir si, par exemple, il rencontre les deux, après, une fois qu'ils partent, il rencontre des hommes, des nains, des elfes. Est-ce qu'on va le voir avoir son nom? Et qu'est-ce que des gens vont commencer à le nommer Mithrandir, Gandalf, parce que pour décrire ce qu'il est. Je me demande comment Nori va l'appeler. Est-ce qu'elle va lui donner un nom à un moment donné? Ce sera intéressant de voir. Ils ont tous les deux une discussion assez intéressante. C'est la première fois que Gandalf, que l'étranger... J'ai vraiment du mal. Peut-être que je vais l'appeler Mithrandir, parce que dans ma tête, Ian McKellen, c'est Gandalf. Mithrandir, je sais que c'est son nom, mais j'associe pas ce nom forcément avec... Bref. L'étranger, c'est la première fois qu'ils ont une vraie discussion, parce que son esprit a été un petit peu éclairé, on va dire, pendant le conflit avec les mystiques, et donc il est capable de parler, normalement. Il sait toujours pas exactement qui il est, mais il dit qu'il veut quand même aller dans le Rhûn, parce que quand les mystiques ont mentionné ça, il a senti un élément de vérité, on va dire. Et Nori lui dit, moi je pense que j'ai eu assez d'aventures pour une pied velue, toute la vie d'une pied velue. On sent que Gandalf est un petit peu triste, mais rien de... Peut-être que c'est ça le truc, en fait. C'est pas encore Gandalf, il sait pas qui il est. Je vais revenir là-dessus jusqu'à ce que j'arrive à mettre le doigt sur pourquoi j'ai tant de mal à l'appeler Gandalf. Parce que je pense qu'il est pas Gandalf à ce stade-là. Dans le sens où c'est la même personne. Mais Gandalf, c'était le magicien qui traversait la Terre du Milieu pour donner des conseils sages et éclairés à tous les peuples, pour combattre notamment Sauron et pour aider à résoudre les conflits et tout ça. Là, l'étranger, il n'est pas encore arrivé à ça. Il va beaucoup mieux dans cet épisode, il sait dire des phrases et tout, mais je pense qu'il n'est pas encore cette personne sage qui va devenir. Et du coup, c'est sans doute pour ça que j'ai du mal à lui donner le nom de Gandalf. Ou c'est juste l'influence de Ian McKellen.
vais y arriver. Bref, on voit que les pieds velus sont en train de réemballer leurs sacs. Ils ont plus leur caravane et leur roulotte et tout ça. Mais ils se font des sacs à dos et tout ça. Malva a pris le rôle de Sadok. Elle a l'air de galérer un petit peu. Elle obtient de l'aide de Poppy et lui dit une phrase du genre « Ah bah si t'es si maline, t'as qu'à les faire, toi, les chemins ». Et on sent que ça s'est fait germer une petite idée au fin fond de la tête de Poppy. Plutôt cool. Nori pensait donc pas partir, elle pensait rester avec sa famille. Enfin, elle pensait partir avec sa famille, mais elle pensait pas partir avec l'étranger. Mais sa famille lui fait comprendre que c'est avec lui qu'elle doit partir. C'est vers là qu'en vrai, elle veut, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut aller dans des aventures. Et donc, ils lui ont préparé un sac et ils lui disent au revoir. Et c'est une scène très émotionnelle. J'aime beaucoup cette famille. Ils ont vraiment réussi à créer. C'était pas quelque chose qu'on avait vu beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Des familles. Parce que Bilbo et Frodo, ils sont oncles et neveux, mais on voit pas leurs parents, on voit pas leurs enfants. Ouais, ils ont pas d'enfants, donc. Et c'est pareil pour Gandalf, pour Aragorn, pour les nains. Thorin, son père est plus vivant. Enfin, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de familles comme celle-là dans les histoires précédentes. Donc elle était très touchante à voir celle-ci. Donc ils ont un très bel adieu. On sent que Nori est quand même un petit peu... ça fait peur. Je comprends. On dirait un petit peu une scène elle part à l'université. C'est la fin de l'enfance. Elle part faire sa propre vie. Mais quand même, c'est assez flippant. Mais elle a des parents fabuleux qui l'encouragent. Et évidemment, la scène de toutes les émotions qui étaient sur le point de me faire pleurer, c'est les adieux de Poppy et Nori. J'espérais vraiment que Poppy vienne. Parce que les trois, là, ça aurait été parfait. L'étranger, Poppy, Nori, ça aurait été mon trio favori de tous les temps. Je comprends que c'est pas vraiment dans la personnalité de Poppy, qu'elle est moins aventureuse, on va dire, que Nori. Et ça, y a pas de souci, mais ça m'a brisé le cœur de les voir se séparer. Les deux, elles sont tellement adorables. Et évidemment, Nori promet qu'elle reviendra. Et quelle belle scène. Je les trouve vraiment, vraiment adorables. Et enfin, on a donc l'étranger et Nori qui sont sur le point de partir. L'étranger avait dit juste avant, si tu es seul, c'est juste un voyage. Et pour que ça devienne une aventure, ce voyage, il doit être partagé. Et donc, là, ils partent tous les deux en aventure. L'étranger demande à Nori d'entamer le chemin. Elle dit, je sais pas où je vais. Et on a la scène qui a confirmé, si les gens avaient encore le moindre doute, que l'étranger est bien Gandalf et pas un des autres Istari. C'est qu'il dit, ah, ça sent plutôt bon par là, dans le doute. Suis toujours ton nez, ce qui est évidemment une citation du Seigneur des Anneaux. Ils en ont fait quelques-unes dans cet épisode pour confirmer, pour bien insister sur « t'as compris ?» J'ai vu des gens se plaindre en disant il y a trop de rappels au film. Moi, ce que j'essaye de garder en tête, c'est que déjà, je trouvais la phrase adorable. Et surtout, je me suis dit, il y a des gens dans le vrai monde qui ont des petites phrases comme ça qu'ils aiment bien ressortir de temps en temps. Et là, tu te dis, ah, c'est peut-être la première fois qu'il l'a dit. Et ensuite, c'est un truc qu'il a bien aimé redire, notamment à des Hobbits, parce que c'était rigolo. Et l'acteur a très bien dit cette ligne de dialogue, donc j'ai beaucoup aimé ce moment, moi. Et puis surtout, je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a des gens comme moi qui connaissent les films et les livres, mais on va parler des films notamment, par cœur, parce qu'on les a vus 354 000 fois. Il y a des gens, ils les ont vus une fois en 2001, 2002, 2003, et puis c'est tout. Donc, faire des petits rappels comme ça me semble pas abusif. moi j'ai bien aimé, ça m'a pas gêné. Et puis ils avaient besoin, comme ils peuvent... Je pense pas que ça aurait pas été logique qu'à ce moment-là, ils se retournent vers Nori et lui disent « Ah, et moi je suis Gandalf », parce que tout ce que j'ai expliqué sur le nom avant. Donc, ils pouvaient pas dire son nom. Donc ils avaient sans doute besoin parce que clairement, ils avaient envie d'arrêter le mystère et de dire « Ok, ce personnage, c'est ce personnage ». Et du coup, il a dit une phrase très connue de ce personnage, comme ça, il n'y a plus aucun doute possible. J'ai trouvé ça très joli, moi, personnellement. Et on les voit tous les deux partir en aventure. Ce que j'aime bien pour aller découvrir qui Gandalf est, pourquoi il est là, etc. Ils vont donc vers Rhûn, dans l'Est. Rapidement, pour ceux qui ont la vidéo, donc Rhûn, c'est vraiment à l'Est. On n'y est jamais allé, hein, dans le Seigneur des Anneaux et les Hobbits. C'est encore plus le plus loin qu'on est allé à l'Est, c'est Mordor. Donc oui, là, on va vachement à l'Est. Et ensuite, on a le plus gros morceau de cet épisode, celui que je pense on attendait tous, qui est l'intrigue autour de Galadriel, Halbrand et les elfes. Et
à la fin de l'épisode précédent, Galadriel dit « Halbrand a besoin de médecine elfique » et on les voit partir, ils précisent pas où on va. J'avais dit dans ma vidéo précédente sur l'épisode d'avant qu'ils allaient aller soit à Lindon, donc là où est Gil-galad, soit en Eregion. Les régions, c'est plus proche sur la carte. Et en effet, ils arrivent en Eregion. Du coup, Halbrand et Sauron. Je comprends que potentiellement, c'était pas une évidence pour tout le monde, parce que je savais qu'ils allaient c'était obligé qu'ils allaient révéler qui était Sauron dans cet épisode, parce que tu pouvais pas vraiment raconter les histoires que tu voulais raconter en saison 2 sans révéler qui était Sauron à un moment donné, très 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 rapidement. Et à ce stade-là de l'épisode, il fallait globalement que Sauron arrive en Eregion, parce qu'il y a quand même des anneaux à faire dans l'histoire. Ça s'appelle les anneaux de pouvoir, il y a des anneaux à faire. Et donc, je savais, si Galadriel avait amené Halbrand à Lindon, j'aurais trouvé ça bizarre, parce qu'encore une fois, plus loin, mais j'aurais fait, ok, peut-être que l'histoire d'Halbrand, elle tient la route, ok. À la seconde où j'ai vu que c'était les régions, je fais, ok, d'accord, c'est Sauron, pas de soucis, c'est Sauron. Juste avant qu'ils arrivent tous les deux, on voit Elrond et Celebrimbor en train de discuter du fait qu'ils ont échoué. Elrond n'a pas réussi à convaincre les nains de leur donner plus de mithril, ils n'ont pas de solution et qu'il va falloir qu'ils annoncent à Gil-galad que c'est le déclin des elfes tel qu'ils l'ont prédit et qu'ils vont devoir tous quitter les terres du milieu ou mourir en terre du milieu. Voilà. Donc c'est Valinor ou la mort, qui ne sont pas des options forcément que tout le monde veut. Et à ce moment-là, évidemment, Galadriel débarque. L'un des petits soucis que j'ai avec la série dans sa globalité, c'est pas vraiment un souci, c'est-à-dire que je comprends pourquoi ils le font, mais ça m'embête un peu parce que je trouve que ça réduit l'univers et que j'aime pas l'idée que la Terre du Milieu soit aussi réduite. Je trouve qu'ils font beaucoup de fast travel. Donc là, ils nous expliquent que ça a été une chevauchée en 6 jours pour aller donc du Mordor à les régions. Ce qui est possible, j'ai pas les distances en tête et j'ai aucune idée de comment fonctionne un cheval. Et en plus, magie des elfes, etc. C'est juste que tout est très rapide. Les voyages, en général, sont très rapides et je comprends qu'il y a des ellipses. Et bien sûr, c'est juste que des fois, j'aimerais qu'on nous montre un peu plus les voyages. Et pareil, je comprends pourquoi ils le font pas, parce que c'est un des trucs que les gens adorent reprocher au Seigneur des Anneaux, c'est que le Seigneur des Anneaux, c'est que des gens qui marchent tout le temps. Donc je comprends que c'est pas le truc le plus excitant de tous les temps. Mais le fast travel, je sais pas comment dire en français, mais on voyage très très vite d'un lieu à un autre, et je trouve que ouais, ça réduit un petit peu la taille de l'univers. Et là, le Mordor à les régions, on est quand même vachement, c'est assez loin. Bref, c'est pas un gros souci, c'est juste un petit truc qui de temps en temps m'agace. Mais ils l'ont fait pendant toute la saison, donc je vais m'y faire à force. Donc Galadriel arrive sous les regards surpris de Elrond et Celebrimbor, surtout d'Elrond qui l'avait mis dans un bateau pour qu'elle aille à Valinor et qui est pas censé être un coin dont tu reviens. Il confie Halbrand à j'imagine des médecins elfes, et Galadriel et Elrond vont aller discuter un petit peu, donc Elrond essaye de comprendre ce qui s'est passé. Galadriel, j'imagine, lui explique exactement. On n'a pas le début de cette discussion, mais Elrond exprime des remords sur le fait de l'avoir mis dans le bateau, de l'avoir convaincu de prendre le bateau pour Valinor. Et c'est une jolie discussion. Je crois que j'avais mentionné à un moment donné que je trouvais ça intéressant qu'ils aient créé une amitié aussi forte entre Galadriel et Elrond, mais qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps pour l'explorer. On a vu Elrond et Durin, et ça c'est le must du must du must. Mais on sait que Elrond nous a dit à plusieurs reprises qu'il était fort ami avec Galadriel, et Galadriel aussi, mais on les avait pas beaucoup vus interagir, et j'aime beaucoup ce moment-là dans l'épisode. Il est très touchant, et on sent que Elrond est content de revoir Galadriel, on sent que Galadriel est heureuse de voir un visage ami et amical envers elle. Que mine de rien, depuis le début de la série, même si Halbrand était devenu son ami, on va dire, son ami parce que c'est ça qu'elle l'appelle comme ça, mais on sent que c'était, ça va revenir plus tard, elle voyait des similarités en lui, et c'était pas une amitié construite sur le fait d'avoir passé des années ensemble, d'avoir eu des longs moments ensemble et tout ça, c'était juste sur le moment, on a vécu quelque chose de similaire, et on sent qu'on a une expérience un peu pareille dans la vie, quelque chose qui nous connecte, mais c'est pas la même. C'est pas. Je vais utiliser ce mot de façon amicale, mais je trouve que c'est important. C'est pas le même amour, c'est pas la même connexion, je pense, avec quelqu'un que tu connais depuis beaucoup plus longtemps.
Donc j'ai trouvé cette scène très, très touchante. Je trouvais ça bien que Elrond dise qu'il avait eu tort de la mettre dans le bateau. Surtout qu'on sait que ça lui a fait mal à Galadriel, elle en a parlé quand elle a parlé à Halbrand dans la forge à Numénor, donc c'est assez intéressant. Donc conversation très, très jolie entre ces deux. Et ensuite, on a la scène où, si vous aviez le moindre doute, Celebrimbor est dans sa forge en train de remballer ses affaires, puisqu'il va devoir partir lui aussi. Et on a Halbrand qui se balade. Et à la seconde où il a mis les pieds dans la forge, j'étais là, oui, c'est Sauron. Je sais que je dis ça depuis tout à l'heure, mais il y avait tellement... C'est-à-dire que la révélation, elle se fait au moment où Galadriel comprend qu'il n'est pas le roi des Terres du Sud. Mais je vous avais dit à la fin de l'épisode... À la fin du dernier épisode, je vous avais dit, dans le prochain épisode, Celebrimbor va parler à quelqu'un. Celebrimbor et quelqu'un vont avoir une discussion, et ce quelqu'un sera Sauron. Il est là. Nos deux concepteurs d'anneaux qui discutent et qui ont une connexion immédiate. Ah, j'étais très contente d'avoir ces scènes, j'en voulais plus, je vais vous dire la vérité. Je pensais qu'on verrait la création des anneaux en milieu de saison 2. C'était comme ça que je les imaginais. Je me doutais que là, Halbrand était Sauron et qu'il allait rencontrer Celebrimbor, et je pensais qu'ils allaient connecter, etc. Mais je pensais que on allait avoir... Je me souviens de ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais, et je m'excuse, dans le texte, je dis le texte et pas le livre parce qu'il n'y a pas de texte pour le deuxième âge. C'est soit les appendices du Seigneur des Anneaux, soit le Silmarillion. Le Silmarillion, ils l'ont pas adapté, ils n'ont pas les droits du Silmarillion. Donc c'est les appendices du Seigneur des Anneaux. Bref, dans le texte, Sauron, sous la forme d'Anatar, ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom d'Anatar, ça c'est que dans le Silmarillion, c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas utilisé, qu'ils ont donné un autre nom à Halbrand, séduit Celebrimbor et les forgerons de l'Eregion et les convainc à participer ensemble à la création d'objets de pouvoir, notamment les anneaux. Et je pensais sincèrement qu'on allait passer plusieurs épisodes, 2, 3, 4, jusqu'au milieu de saison 2, à voir cette séduction. Et j'ai compris maintenant ce qu'ils ont fait, qui est que ils ont transféré cette séduction, on va dire. Et je parle pas, encore une fois, je parle pas forcément en termes romantiques, hein, je parle en termes amical, en termes de... Là, Celebrimbor, il est très vite fasciné par la façon dont Halbrand parle du Mithril, parle de la façon dont lui, il a appris à faire les choses. Il est très flatteur, il lui dit « Ah oui, mon maître, d'ailleurs, mon maître parlait souvent des œuvres de Celebrimbor. Son maître, moi c'est comme ça que j'ai entendu, c'est Morgoth, hein. Donc bon, donc il est très, il fait de la flatterie, il fait des suggestions, il est très, toutes les scènes là entre Celebrimbor et Halbrand dans cet épisode étaient absolument parfaites. C'était tout à fait ce que je voulais voir, c'est juste que je pensais qu'on l'aurait vu sur plusieurs épisodes, je pensais que ça aurait duré longtemps, et ils ont tout condensé sur un seul épisode, et j'étais un petit peu triste. Je comprends encore une fois qu'ils ont voulu... En fait, ils ont transféré cette séduction sur la relation qu'il a eue avec Galadriel, et que la connexion, au lieu d'être autour de la création d'objets de pouvoir, et cette obsession de créer quelque chose de parfait, qui était quelque chose que Celebrimbor nous avait dit dans le tout début de saison, ils l'ont fait sur Galadriel qui sombre un petit peu dans les ténèbres, et Sauron qui lui était dans les ténèbres et qui de temps en temps essaye de rattraper la lumière. Donc c'est une espèce d'opposition entre les deux, et donc ils ont fait la connexion et les séductions non romantiques. J'ai jamais cru une seule seconde qu'ils essayaient de faire une romance entre Sauron et Galadriel, mais Halbrand et Galadriel, mais il y avait des créations de connexion. Bref, ils ont transféré tout le Sauron manipulateur sur Galadriel, qui... Ça me gêne pas qu'ils aient fait ça, mais du coup, je suis triste qu'on n'ait pas eu plus de Celebrimbor. On en aura peut-être en saison 2 plus, on aura forcément un peu plus de Celebrimbor en saison 2, mais j'aurais voulu voir plus de Celebrimbor avant les anneaux. C'est pas grave, je vais m'en remettre. C'est pas vraiment une critique, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Galadriel. Je voulais du Celebrimbor. Bref, on a plein de choses intéressantes dans cette discussion. On voit notamment pour la première fois les gemmes qui vont être sur les anneaux des elfes. Et ils ont une discussion les deux sur le Mithril où Celebrimbor explique qu'il n'y a pas assez de Mithril pour faire ce qu'il voulait faire. Et Halbrand / Sauron suggère de l'allier avec d'autres métals. Ce qui est une idée que n'avait pas eu Celebrimbor parce qu'il pensait que c'était pas faisable avec ce type de métal. Et donc Halbrand parle du fait que de là où il vient, il n'y a pas beaucoup de métaux, etc. Donc, et Celebrimbor le remercie pour cette idée. Et
si on avait besoin d'une preuve supplémentaire. Halbrand lui dit « Considère cela comme un don », ce qui confirme à 354% que c'était Sauron, encore une fois avant la scène avec Galadriel, parce que Sauron, je vous avais dit, est nommé Anatar dans les textes, et Anatar était aussi connu comme le seigneur des dons. Pareil, c'est pas forcément quelque chose qu'ils pouvaient utiliser, donc ils n'ont pas pu dire seigneur des dons, mais le fait qu'ils disent « Considère ça donc comme un don », oui, c'était évidemment Sauron. On voit que Celebrimbor est très convaincu par Sauron. Au cas où vous pensez que Sauron, le séducteur et le manipulateur, c'était pas canon des livres, j'ai retrouvé une citation très rapide du Silmarillion où ça dit que Sauron a pu apparaître longtemps, de son gré si noble et si beau que seuls les plus méfiants n'en étaient pas trompés. Et oui, c'est-à-dire que Celebrimbor, je l'aime beaucoup, mais c'est pas quelqu'un de très méfiant. Et il se fait immédiatement avoir par notre ami Halbrand et Sauron. On a ensuite, encore une fois, une de mes conversations favorites de tout l'épisode. Il y en a quelques-unes dans cet épisode qui sont très très intéressantes. Celle-ci, je l'adore, j'adore ce quatuor-là. Gil-galad, Elrond, Galadriel, Celebrimbor, splendide. Celebrimbor, qui vient donc d'avoir une discussion assez intéressante avec le futur roi des Terres du Sud, dit qu'il a une idée pour créer un seul objet pour toute la Terre du Milieu qui pourrait protéger donc les elfes. Mettre tout le pouvoir qu'il pensait avoir dans plein de mithril dans un seul objet. Et il précise qu'il pourrait faire une couronne, par exemple. Et Elrond précise que ce serait pour Gil-galad. Je parlais de juste avant l'extrait que je disais du Silmarillion, qui disait que seuls les plus méfiants pouvaient voir à travers la séduction et la manipulation de Sauron. Dans la catégorie des méfiants, je vous présente au roi Gil-galad. Et enfin, j'étais heureuse avec mon Gil-galad. J'ai pas beaucoup aimé toutes ces précédentes participations à cette série. Et donc là, enfin, j'étais heureuse d'avoir le Gil-galad que je voulais, moi. Qui est, immédiatement, quand on lui dit un seul objet avec beaucoup de pouvoir, il est très, très, très méfiant. Et quand Elrond lui dit non, mais t'inquiète, on te le donne à toi, ça le rassure pas du tout. Et il s'inquiète de la possible corruption d'un pouvoir pareil. Et il a raison, merci. Et refuse. Il refuse parce qu'il pense pas qu'on a le temps, parce qu'il est méfiant, parce qu'il trouve ça... Il est pas convaincu, globalement. Celebrimbor est pourtant très, très emballé. Il essaye absolument de convaincre le roi et Elrond et Galadriel, qui sont plutôt partants, les deux. Mais Gil-galad explique qu'ils ont plus le temps du tout, en fait. Que depuis que le volcan a explosé, presque toutes les feuilles de l'arbre, la Lindon, sont tombées, qui est un signe du déclin des elfes, et qu'il faut qu'ils partent, je crois qu'il dit 3 semaines. Sous 3 semaines, il faut que tous les elfes qui ne veulent pas mourir en Terre du Milieu partent pour Valinor, et tout de suite. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété, c'est pas un truc que j'adore, les timelines très pressées comme ça. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils ont besoin de faire avancer les choses. Là, par exemple, ils avaient besoin de justifier pourquoi est-ce que personne ne pose plus de questions sur Halbrand, c'est qu'ils étaient pressés, en fait. Comme je vous disais, moi, je pensais qu'on allait voir la corruption de Celebrimbor. Il n'est pas vraiment corrompu, il se fait séduire et il sait pas qu'il est en train de faire quelque chose qui va causer du mal ensuite. Il n'est pas corrompu, il devient pas méchant, Celebrimbor. Il a juste fait des anneaux avec quelqu'un. Pas de sa faute. Mais, ouais, je pensais qu'on allait voir la création des anneaux en deuxième saison. Et du coup, je pensais ils auraient pu avoir plus de temps, en fait, pour montrer la manipulation et tout ça, etc. Là, clairement, ils voulaient avoir les anneaux des elfes au moins créés à la fin de la saison 1. Du coup, ils ont rajouté une timeline super rapide pour pouvoir justifier pourquoi est-ce que ça va vite. C'est pas mon truc favori. Ça m'empêche pas d'apprécier la série, mais c'est pas mon truc favori. Je dois avouer. C'est bizarre parce que c'est un morceau important de l'histoire, donc ça devrait me gêner beaucoup. Ça me gêne, ça m'embête, mais ce que je dis assez souvent, c'est que moi, ce que je cherche dans une série, dans un film, dans un livre, dans un comics, peu importe, c'est des personnages. Et là, dans cette série, j'ai eu des personnages extraordinaires et des moments avec ces personnages assez extraordinaires. Du coup, je pardonne les trucs d'intrigue qui m'embêtent. Ça m'embête, mais c'est pas grave. Et on a enfin Galadriel qui commence à se méfier d'Halbrand, puisque à ce moment-là, Celebrimbor, quand il essaye d'expliquer ce qu'ils essayent de faire avec cette couronne, puis c'est ça qu'ils essayent de faire à ce moment-là, il dit qu'ils sont sur le point de créer un nouveau genre de pouvoir, pas de force mais d'esprit, pas de la chair mais sur la chair,
un pouvoir du monde invisible. Galadriel qui se souvient immédiatement que c'est des choses que lui avait dit Hadar en parlant des intentions de Sauron, que Sauron avait l'intention de faire exactement ça. Et donc à ce moment-là, évidemment, elle comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, elle lui demande où est-ce qu'il a entendu ça, un peu plus tard dans la scène, et il répond quelque chose de très vague, du genre je sais pas, c'est moi qui a dû le dire. Elle demande est-ce qu'Halbrand était dans le coin, et peut-être, qu'est-ce qu'il en sait, de toute façon... Celebrimbor est un peu déprimé parce que Gil-galad lui a dit non. Voilà, ce que fait Gil-galad à ce moment-là dans la scène, excusez-moi, je vais un peu vite dans mon explication, et c'est exactement... Gil-galad pense que c'est trop risqué et qu'ils n'ont pas le temps. Et Galadriel commence à se dire qu'il y a anguille sous roche avec Halbrand. On a ensuite une scène assez intéressante entre Elrond et Gil-galad. Ça m'a fait rire parce que l'image de Gil-galad avec la lance, ça a été une image de promotion que j'ai été super heureuse de voir à l'époque. Je suis toujours heureuse de la voir là. On s'entend que c'est juste... c'est juste pour faire plaisir aux fans. Parce que là, il n'y a pas de guerre en ce moment, il n'y a pas de conflit. Il y a assez peu de raisons pour que Gil-galad se balade avec sa lance. La lance, si vous connaissez pas les textes, la lance de Gil-galad, elle est très connue. C'est son arme mythique. C'est connu pour ce personnage. Donc c'est logique qu'il ait une lance. Mais il y a assez peu de raisons pour que là, à ce moment-là, dans ce couloir-là, il se balade avec une lance. C'est-à-dire que qu'il la trimballe avec lui, pourquoi pas, on sait jamais si tu croises des trolls ou des orques sur le chemin, mais il l'aurait laissé avec son cheval, avec ses affaires et tout ça. Ça a été clairement mis là pour qu'on nous dise à un moment donné, ce personnage-là, il va se battre avec une lance, et ce sera cool. Ça a intérêt à être cool. Mais oui, et donc, bref, détail à part, Elrond vient essayer de plaider auprès de Gil-galad pour avoir un petit peu de temps, et il réutilise ses propres mots contre lui, parce que Gil-galad dit c'est juste un espoir fou. Et Elrond lui dit mais c'est vous qui m'aviez dit que aucun espoir n'était fou, même des petits espoirs. Et ils arrivent à obtenir 3 semaines, je crois, pour essayer de créer cet objet magique. Et donc on les voit commencer à forger des trucs. J'ai beaucoup aimé cette image parce qu'on voit les designs des nains, clairement. Donc ça, il y a des éléments qui ont été faits par les nains. Ce qu'on nous a dit en tout début de saison, mais qu'on n'a pas vu, ça fait partie des trucs que j'aurais bien aimé voir. Ça fait partie des trucs qu'ils ont reportés sur un autre personnage. Je me souviens, il y a quelques temps, il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait demandé, c'était en live, je sais plus, qui m'avait demandé si je pensais que la relation globalement entre Celebrimbor et les nains, un nain spécifique dont j'ai plus le nom, mais bref, peu importe, allait être remplacée par celle entre Elrond et Durin. Et j'avais dit non, je pense pas. Je pense que c'est cool qu'ils aient rajouté la relation entre Durin et Elrond, mais sans doute dans les prochains épisodes ou en saison 2, on verra la relation entre Celebrimbor et les nains. Et il semble que j'avais tort. Peut-être pas, on verra, je me demande, on pourrait toujours avoir des flashbacks en saison 2, etc. Ou il pourrait encore se passer des choses avant que tout parte en cacahuète en saison 2, mais j'ai l'impression qu'ils ont, oui, en effet, remplacé la relation que Celebrimbor avait avec les nains pour une relation entre Elrond et Durin. Je suis pas fâchée. J'adore la relation d'Elrond avec Durin, c'est sans doute ma chose favorite de toute la série. Ouais, c'est ma chose favorite de toute la série. Du coup, je suis pas fâchée, mais encore une fois, je trouve que ils ont enlevé beaucoup de choses à Celebrimbor pour les donner à d'autres gens, à Galadriel ou à Elrond. Et du coup, c'est un peu triste pour Celebrimbor. C'est un personnage que j'aimais bien, et même si j'aime ce qu'ils ont fait avec Galadriel et Elrond, je trouve ça dommage que du coup, Celebrimbor il soit privé de tous ces moments de personnages qui auraient été vraiment intéressants. Et je pense surtout qu'ils auraient pu les faire tout en faisant aussi Galadriel et Elrond à côté. C'est pas très grave, bref. On voit Halbrand et Celebrimbor travailler ensemble, je vous l'ai dit, toutes les scènes où j'avais Sauron et Celebrimbor ensemble, ça me faisait plaisir, because ça fait plaisir. C'est tellement important pour la suite de toute l'histoire de la Terre du Milieu que ces deux personnages, à ce moment-là, travaillent ensemble. Ils vont créer les anneaux de pouvoir. Et ça va changer le cours de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc, très important. C'est ce que voulait Celebrimbor, quelque chose qui marque l'histoire. Il avait sans doute pas exactement ça en tête, mais bon, bref, voilà. Et ils le font sous les yeux extrêmement méfiants de Galadriel, qui est en train de chercher des informations sur la lignée des rois des Terres du Sud. Elle a une conversation très étrange avec Halbrand, qui la remercie de l'avoir amené en Erégion. Il est tellement heureux de pouvoir travailler avec les forgerons de cet endroit enchanté et merveilleux. Il aurait jamais pensé qu'il ferait ça un jour, et il lui doit tout. Et elle lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie, et il lui rappelle qu'elle lui a sauvé la vie. Bref, ils se sont sauvé la vie tous les deux, et au cas où vous auriez encore un doute que c'est Sauron, Halbrand fait le truc le plus révélateur que t'es un méchant de toutes les séries et de tous les films.
c'est qu'il vient se mettre à côté de son oreille, il lui dit « Je ferai en sorte que personne n'oublie que c'est grâce à toi que je suis là. » C'est tellement Sauron. Et oui, donc elle se méfie énormément de ce qui se passe. On voit Celebrimbor et les forgerons, il est pas tout seul, hein, et Halbrand un peu échoués, ils ont vraiment beaucoup de mal. On comprend qu'il y a de la tension due au fait qu'ils ont que 3 semaines, et je crois que Celebrimbor dit on a 3 semaines pour faire un truc qu'on devrait réussir en 300 ans, qui rappelle un petit peu que les elfes n'ont pas la même notion que nous du temps. Et Galadriel suggère peut-être qu'il faut faire une pause, relâcher la pression, et Halbrand prend cette phrase en lui disant « Ah mais c'est ça peut-être qu'il faut faire, il faut qu'on mette moins de pression », je sais pas quoi, ils discutent. Et encore une fois, à chaque fois que les deux se parlent, là ils se mettent à sourire, les deux, on voit encore une fois la séduction, pas forcément romantique, quoique il y a des gens qui aiment le lire de façon romantique quand ils lisent des textes, et si vous voulez. Mais en tout cas, la connexion instantanée entre ces deux personnages qui se comprennent, qui savent se parler l'un à l'autre, sous le regard extrêmement méfiant de Galadriel. Mais Celebrimbor, à chaque fois qu'il parle à Sauron, il a un grand sourire. Et Galadriel reçoit le parchemin avec la lignée des Terres du Sud et quitte la pièce, et on voit notre ami Sauron en train de la regarder de façon méfiante. Et elle va donc dans un jardin un petit peu plus loin pour aller regarder cet arbre généalogique, et comprend immédiatement qu'elle s'est fait avoir, puisque le roi des Terres du Sud est mort il y a plusieurs milliers d'années et n'avait pas d'héritier, et donc Halbrand n'est pas qui il dit qu'il est. Halbrand vient la voir pour lui dire « On a réussi à résoudre le problème qu'on avait », et Galadriel lui demande de lui dire qui il est et quel est son nom, et elle lui lance le parchemin pour qu'il voit qu'elle sait qu'il n'est pas l'héritier des Terres du Sud. Et évidemment, il lui dit elle lui demande c'est quoi ton nom, et il lui dit j'ai eu beaucoup de noms je vis depuis avant, je sais plus ce qu'il dit, avant la fin des silences, etc. Et donc c'est Sauron. Je pense pas que potentiellement pour certains des spectateurs c'était une surprise, un choc. Pour moi, et je pense pour plein d'autres gens, c'était pas le cas. À la seconde où je l'ai vu rentrer dans une forge à Numénor, j'avais tous mes voyants allumés en me disant « Oh !» Parce que c'est important que Sauron, il forge des trucs. Je crois que la première phrase qu'il dit, quand il est sur le radeau et qu'il récupère... Vous savez, il y a le groupe, et avant que le groupe se fasse tuer par la bestiole, les gens la montent sur le bateau, et quelqu'un dit une phrase du genre « Non mais... vous avez vu à quoi elle ressemble, elle peut pas être dangereuse ». Et la première phrase que Halbrand dit, avant même qu'on connaisse son nom, avant même qu'on connaisse quoi que ce soit sur le personnage, c'est « Les apparences peuvent être trompeuses ». Donc, oui, bon avis, évidemment. Donc oui, non, mon point c'était, je pense pas... C'est-à-dire qu'on a eu 2 révélations dans cet épisode, donc Gandalf et Sauron. Et je pense pas que c'était l'objectif de la saison d'avoir un énorme mystère. Il y avait, ça faisait partie du fun de regarder. Moi, j'aimais bien discuter des théories, c'était rigolo à discuter. Mais je pense pas que c'était le cœur des épisodes. C'est-à-dire que le fait qu'on apprenne ici que Halbrand et Sauron, c'est pas ça qui est intéressant de mon point de vue. Ce qui est intéressant, c'est Galadriel. Et c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est sentie aussi proche de l'être qu'elle déteste le plus au monde, globalement. Et qu'est-ce que ça révèle sur elle, et comment est-ce qu'elle va gérer ça en saison 2, comment est-ce qu'elle gère ça à ce moment-là et tout ça. Je pense que, moi j'ai eu l'impression que la série essayait de dire ça plus qu'essayer de dire « Tintin, c'est Sauron ». Ça faisait partie du truc, hein. Encore une fois, ils se sont amusés avec le mystère, mais je trouve ça, de mon point de vue, je trouve qu'ils se sont concentrés plus sur ce que ça représente pour Galadriel que... Ah, c'était une grande surprise. Première réaction de Galadriel, c'est « je vais te trucider ». Logique. Et il l'envoie dans un... Il la fait voir, en fait, il lui fait croire qu'elle est à Valinor. Il va manipuler son esprit. Il prétend être son frère et avoir la même discussion qu'ils avaient eue quand elle était enfant. À l'époque où son frère lui avait dit il faut toucher, peut-être parfois pour arriver à la lumière, il faut toucher les ténèbres. Donc, il lui suggère de toucher les ténèbres à nouveau. Et je sais pas comment a fait cet acteur, l'acteur qui joue Finrod, mais il a réussi. Il avait, dans le premier épisode, quand on le voyait, il avait plutôt une apparence extrêmement sympathique et c'est le grand frère chaleureux. Et là, il arrive à jouer de façon tellement creepy, tellement
c'est un psychopathe qui va tous vous trucider. Donc, chapeau, monsieur l'acteur. Elle est évidemment pas convaincue. Et on a ensuite une deuxième vision où on les retrouve tous les deux sur le radeau où Halbrand Sauron, justement, dit à Galadriel, mais tu le savais, je t'ai jamais menti, je t'ai dit que j'avais fait du mal, je t'ai dit... Et en effet, il a jamais réellement menti, mais Sauron est un maître manipulateur, donc il a exactement dit ce que Galadriel voulait entendre au bon moment, sans jamais mentir. Il lui a dit qu'il avait fait du mal, elle a choisi de l'ignorer, elle a choisi de lui dire on peut se rattraper, parce qu'elle considérait qu'elle aussi, ce qu'elle avait fait c'était mal, qu'elle avait tombé trop dans les ténèbres, et elle imaginait que quand lui il disait j'ai fait des choses mal, c'était du même niveau, évidemment c'était pas le cas. Il lui a dit que sa maison avait été détruite par des orques, et en effet on a compris dans les épisodes précédents que Hadar et une partie des orques s'étaient révoltés contre Sauron, qu'Hadar a essayé de tuer. Il pense qu'il l'a réussi. Quoi, sauf si c'était aussi de la manipulation. Bref, il pense qu'il a réussi à tuer Sauron. Et donc, donc oui, en effet, les orques l'ont chassé de chez lui. C'était juste pas parce que c'était un gentil humain, c'était juste parce que des fois, t'as des divisions même dans le même camp. Et donc, il voulait en effet rester à Numénor, parce que je pense il avait l'intention de tenter des choses à Numénor. Il lui a jamais menti directement, mais il a réussi évidemment à la manipuler fortement. Il lui rappelle que d'ailleurs les elfes l'ont repoussé, il l'a trouvé trop sombre, ils acceptaient même pas de lui filer quelques soldats pour aller continuer sa recherche, et il refuse de lui donner du pouvoir. Il fait des très bons points, évidemment Galadriel l'entend... En fait j'allais dire non, évidemment qu'elle l'entend pas, mais en fait si, c'est-à-dire que je pense qu'elle est tombée suffisamment bas dans son obsession, dans son envie de vengeance, dans sa détresse et dans son traumatisme, que à ce stade-là, elle voit, en effet, quand il lui dit « mais on est similaires », elle l'entend. Ce qui est évidemment faux de bout en bout. Hein. Sauron, il a trucidé des gens et torturé des gens en long, en large et en travers pendant tout le premier âge. Hein. Donc, aucune similarité entre les deux. C'est-à-dire qu'elle, oui, potentiellement, elle a été obsédée par sa vengeance pendant quelques centaines d'années, et elle a perdu de vue ce qui était logique et intelligent, et ce qui était les bonnes choses à faire. Elle n'a pas écouté les conseils de ses amis et tout ça. Pas des bonnes choses. Même pas proche des horreurs qu'a pu faire Sauron au premier âge. Même pas un petit peu. Halbrand, Sauron, avec raison, tente plusieurs approches avec Galadriel, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que il utilise son frère, donc l'approche plutôt émotionnelle. Il utilise leur connexion justement sur le fait qu'ils ont été repoussés par les leurs. Galadriel a été repoussée par les elfes qui... sa compagnie l'a rejetée et a refusé de travailler pour elle, et Elrond et Gil-galad l'ont envoyé à Valinor. Sauron s'est fait repousser par ses propres orques et par Hadar, et donc il voit une similarité. Encore une fois, non. Mais le traumatisme et le trou dans lequel Galadriel s'est jeté l'empêche de voir que les différences sont immenses. Donc c'est une excellente façon de manipuler, et il utilise ensuite quelque chose qui n'est pas beaucoup mentionné dans la série, mais qui est quelque chose qu'on a dans les livres, il utilise l'envie de pouvoir de Galadriel. C'est-à-dire que Galadriel, c'est une personnage du bon côté, mais elle avait envie de régner sur ces terres en Terre du Milieu. C'est une des raisons pour laquelle elle a quitté Valinor, tout début du Premier Âge. Pour venir en Terre du Milieu, c'est qu'elle voulait avoir son propre domaine, son propre machin. Elle avait des envies de pouvoir. Ce qui la transformait pas forcément en tyran et en mauvaise reine ou quoi que ce soit. C'était pas la seule, il y a plein d'autres elfes qui avaient ces envies-là. Mais donc oui, il lui proposait du pouvoir à ce moment-là, et proposait de devenir la reine et de régner sur la Terre du Milieu à ses côtés. Pas une mauvaise stratégie, sauf que, évidemment, elle comprend et elle sait que ce serait de la tyrannie. Au passage, l'image où la caméra se retourne dans l'eau et qu'on voit les deux là, en seigneur et en roi et reine de la Terre du Milieu, en roi et reine maléfique de la Terre du Milieu, est une magnifique image, splendide. J'adore. L'imagerie de cette série est absolument magnifique. La dernière tentative de manipulation que fait Halbrand, c'est plutôt sur le côté romantique. Aucune chance que ça fonctionne. Intéressant qu'il ne sait pas qu'elle est mariée. En tout cas, elle n'a jamais mentionné Celeborn avec lui. Et la seule fois où elle a mentionné Celeborn, c'était quand elle était extrêmement vulnérable avec quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de... qui n'était pas vraiment un danger quelconque, Théo. Et je pense que c'est une information qu'elle garde. Pas que ce soit caché,
mais qu'elle ne veut pas partager la peine qui, j'imagine, est liée à la perte de Celeborn. Encore une fois, ce sera quelque chose qui sera très intéressant, je pense, à voir en saison 2. Rien de tout ça ne fonctionne, c'est-à-dire que ça la perturbe beaucoup, et elle entend, et certains des points, elle peut pas s'empêcher d'avouer qu'il a raison, et il utilise aussi le fait que maintenant, c'est elle qui a permis à Sauron de rester en vie, et de revenir en Terre du Milieu, et de rentrer en Eregion et de rencontrer Celebrimbor, ça elle sait pas encore, mais bon bref, voilà. Et que les elfes vont pas lui pardonner, ce qui est faux, mais bon voilà, encore une fois, Sauron tente de la manipuler par tous les moyens possibles, et il n'y arrive pas. Yes. Galadriel menace encore une fois de le tuer, ce qu'elle n'arrive pas à faire. Les visuels sur le radeau, magnifique, cette série est magnifique. J'accepterai beaucoup de critiques, elle est vraiment pas parfaite la série, la saison. Il y a plein de petites choses qu'on peut aller critiquer. Les visuels, globalement, top du top du top du top de ce qu'on a pu voir en série, de ce qu'on a pu voir parfois en film aussi. C'est absolument magnifique. Ils ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus et respect. Et donc, elle le menace de le tuer et Halbrand pète un plomb et révèle donc... Lui, pour le coup, il dit qu'il est Sauron. Et on commence à voir son vrai visage qui ressort en dessous de son apparence de beau Halbrand. Et il envoie Galadriel au fond de l'eau. Elle voit encore qu'elle est au fond de l'océan, en dessous du radeau, mais en fait, elle est donc dans la rivière qui était sur les régions. Elrond la sort de l'eau. Elle manque de le poignarder au passage, parce qu'elle est encore à moitié dans sa vision. Elle demande à Elrond une preuve qu'il est bien lui, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle a compris que, avec l'espèce de vision de son frère, elle a compris que Sauron était capable de changer d'apparence. Ça peut être utile pour le futur. Et Elrond et Galadriel ont une discussion. Elrond lui rappelle où est-ce qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. C'est un très joli moment. Comme je disais, je veux continuer à aller voir ces deux-là discuter, parce que j'aime beaucoup à chaque fois qu'ils ont une interaction. C'est tout en douceur et une amitié assez sympa. Au cas où il y a des gens qui se posent la question, il n'y a aucune romance là-dedans, croyez-moi. Pas possible. La série ne fera pas une romance là-dessus. Il n'y a pas de romance dans le livre, et la série ne fera pas une romance là-dessus. Il y a une très bonne raison pour ça, que je peux pas dire parce que spoiler, mais il n'y a pas de romance. C'est vraiment de l'amitié, et c'est très bien. Et Galadriel demande où est-ce qu'est Halbrand, ou Elrond n'en sait rien. Elle demande où est-ce qu'est Celebrimbor, et il dit qu'il est en train de finaliser le travail dans la forge. Et elle part en courant voir ce que fait Celebrimbor. Celebrimbor est tranquillement en train de bosser, et il lui demande qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle est trempée de la tête aux pieds, machin. Elle dit qu'on verra sans doute plus Halbrand pendant longtemps, et que si on le voit, on ne devrait pas lui faire confiance. Ah, je viens de penser à un truc que j'espère qu'ils feront pas. Oh, j'espère qu'ils feront pas ça. Oh non. Ok, j'étais persuadée que à la fin de l'épisode, je vais un peu vite, mais à la fin de l'épisode, la création des 3 anneaux elfes, très jolie scène, magnifique, on va en reparler dans 5 minutes. Ce qui est surprenant, c'est qu'il nous manque quelques anneaux dans l'histoire. Alors, soit ils ont été faits avant, et on les a pas vus, pas de problème, soit ils doivent être faits après. Le truc, c'est que les autres anneaux, les 7 des nains, les 9 des humains, ils doivent être faits en collaboration avec Sauron. Parce que c'est pour ça qu'ils corrompent ensuite. Le truc, c'est que là, Galadriel vient de dire, il faut pas faire confiance à Halbrand s'il revient. Mais elle sait qu'il est Sauron. C'est-à-dire que dans les textes, Galadriel, Elrond, Gil-galad ne font pas confiance à Anatar. Ils ne savent pas que c'est Sauron, mais ils l'acceptent pas chez eux. Et ensuite, Sauron, arrive en Eregion, et Celebrimbor lui ouvre ses portes, et ils créent les anneaux ensemble. Sauf les anneaux des elfes. J'ai un doute. Là, je me dis qu'en fait, Halbrand va revenir, et que Galadriel aura pas dit que c'était Sauron. Je déteste les gens qui disent pas Je déteste les quiproquos en série. Oh, s'il vous plaît, faites pas de quiproquos. C'est ça qu'ils vont faire, purée. Oh non. Ok, c'est pas grave, j'ai survécu d'autres séries qui faisaient des quiproquos, c'est juste, c'est pas vraiment pas mon truc favori de tous les temps. J'espère qu'elle va dire très vite, elle le dit pas, là, Elrond arrive, et il lui demande ce qui se passe, elle lui dit fais-moi confiance. Et c'est elle qui suggère, il faut créer 3 anneaux plutôt que 2. Ils étaient passés, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, ils étaient passés de 1 couronne à non, on a suffisamment pour faire 2 anneaux. Pour faire 2 objets, ce sera des objets plus petits, et là, elle dit il faut en faire 3, parce qu'un seul corrompra toujours, 2 diviseront, et avec 3, on obtient l'équilibre. C'est ça qu'elle dit. Ce qui est une très belle phrase, j'aime beaucoup ce concept. J'aime beaucoup l'idée que le fait d'avoir fait 3 anneaux vient de là. Elrond lui pose des questions sur mais qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il s'est clairement passé quelque chose. Pourquoi est-ce qu'Halbrand est parti? Pourquoi est-ce qu'on doit plus lui faire confiance? Blablabla. Elle dit fais-moi confiance. Et
ne pose pas de questions, en gros. Et après, on en reparlera après, je veux faire dans l'ordre, mais j'aime pas l'idée qu'il y a un j'ai une information, mais je la dis pas. C'est pas une petite information. Si elle dit pas que Sauron et Sauron là, si elle dit pas Sauron était là en Eregion il y a 3 secondes, même si c'est de sa faute, Ok, je voulais être positif parce que globalement j'adore cet épisode, mais là je viens de penser à une façon pas sympathique qu'ils pourraient faire la saison 2 et ça me met pas en joie. C'est pas grave. C'est sans doute pas ça qu'ils vont faire. Je spécule sur un truc. Je spécule mon avis négatif sur un truc qui n'arrivera sans doute pas. Désolée. Je fais des critiques trop longues et du coup ça part en cacahuète. Ok, mis à part, Celebrimbor est très heureux à l'idée de faire 3 objets. Il est plutôt d'accord que 3 est un équilibre et que ce sera une très bonne idée. Mais il dit qu'il a besoin d'or et d'argent pur qui vient de Valinor. Et donc, en gros, il lui demande de donner la dague de Finrod, qu'elle a depuis le tout premier épisode, pour créer ses anneaux. Et on est rappelé qu'une vraie création demande des sacrifices. C'était quelque chose qu'avait dit Celebrimbor à propos de Fëanor en tout début de saison. Et j'ai trouvé la symbolique assez jolie parce que ça fait partie... Cette dague représente un petit peu son obsession et sa descente dans les ténèbres à Galadriel. Parce que on la voit prendre la dague sur le corps de son frère quand elle le retrouve mort. Et ensuite, c'est vraiment le truc auquel elle s'accroche à chaque fois. Elle attrape la dague et c'est la dague qui l'empêche d'aller à Valinor au tout début. Et vraiment, elle s'y accroche de façon potentiellement excessive. Et donc, ça, potentiellement, c'est une symbolique, le fait à ce moment-là, qu'elle l'abandonne, du fait qu'elle va pouvoir lâcher un peu son obsession à partir de ce moment-là. Peut-être pas, on verra. Et donc, on voit la dague, encore une fois, qu'on a vue depuis le début, une magnifique dague. D'ailleurs, si quelqu'un fait une réplique, je la veux. Aller brûler dans la forge. J'espère que c'était symbolique et que ça va signifier une évolution du personnage de Galadriel. On verra. On voit aussi Elrond faire un sacrifice un peu plus petit, parce que c'est moins émotionnel pour lui, mais qui a quand même... Pareil, c'était important pour sa trajectoire dans cette saison 1. Il va se séparer du morceau de mithril que lui a donné Durin. Ce mithril qui a causé tant de conflits plus personnels, mais ça a créé un conflit entre Durin père et Durin fils. Ça a manqué de créer un conflit entre Durin et Elrond. Donc pareil, c'est un plus petit sacrifice, je pense, et plus... La symbolique est un petit peu plus petite que celle de Galadriel, mais pareil, il met donc le mithril dans l'or et l'argent de la dague de Finrod, et on voit donc Celebrimbor se réjouir, et on commence à voir enfin la création d'anneaux de pouvoir. Encore une fois, la série, c'est son nom, et donc ils sont en train d'être forgés, et pendant ce temps-là, et donc c'est là où je vais revenir sur mon inquiétude de mon flash d'il y a 30 secondes, on voit Elrond se poser des questions quand même sur mais qu'est-ce qui s'est passé. Et il retourne à l'endroit où il a trouvé Galadriel, et il trouve le parchemin avec les héritiers de la couronne des Terres du Sud, et donc il comprend à ce moment-là que Halbrand n'est pas la personne que Galadriel l'a dit qu'il était. Il comprend aussi que Galadriel l'a sans doute appris à ce moment-là, et il revient probablement pour confronter Galadriel et lui demander s'il n'est pas l'héritier des Terres du Sud, qui est cet homme, en gros. J'imagine que c'est ça qu'il lui aurait posé comme question. Je veux que le premier épisode de la saison 2, ce soit la première scène, ce soit Galadriel qui parle à Gil-galad, à Elrond, et qu'elle leur explique tout ce qui s'est passé en saison 1, dans le contexte de Halbrand, c'était Sauron. Je veux pas qu'on passe la moitié de la saison 2 avec Galadriel qui garde ce secret. Je comprendrais pourquoi est-ce que ce personnage-là, à ce moment-là, dans cette histoire-là, garderait le secret. C'est juste que c'est vraiment pas mon truc favori en série en général. En livre, en histoire en général. Je veux pas que ce soit un secret. Je comprends que là, ils l'ont gardé, machin, parce qu'on se concentre sur les anneaux. Le truc, c'est que là, elle est coupable. Ah non, c'est-à-dire que là, sa culpabilité, elle est faible, dans le sens où elle a été trompée par quelqu'un qui lui a pas dit son nom, qui lui a pas dit ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, qui il était. Donc, elle a fait une erreur, elle aurait dû le voir, elle aurait dû s'en rendre compte, mais c'est pas de sa faute. Là, si elle dit pas que Halbrand est Sauron, alors qu'elle le sait, encore une fois, lui pour le coup, Gandalf, il a pas dit son nom. Là, Halbrand, il a dit qu'il était Sauron. Il n'y a pas de confusion possible. Si elle dit pas à Celebrimbor, Halbrand et Sauron, à ce moment-là, et qu'ensuite Halbrand revient et qu'ils font les autres anneaux ensuite, c'est de sa faute. Enfin, c'est de sa faute, c'est la faute à Sauron. Mais elle est en partie responsable du fait qu'ils auraient dû le savoir. Par contre, si elle le prévient que c'est Sauron et qu'il refuse de la croire parce qu'il est séduit et qu'il veut continuer à travailler avec Halbrand, ça c'est une autre paire de manches. Ça me va.
Et je veux juste pas l'option numéro 1. J'aime pas l'option numéro 1. On en reparlera quand on sera en saison 2. Désolée. Je vais me concentrer sur ce qu'on fait parce que là, il se passe un truc super important en plus. À ce moment-là de l'épisode, on a évidemment 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel. Ils sont magnifiques, ils sont beaux. On a enfin les anneaux de pouvoir, on a les 3 anneaux des elfes. Comme prévu, ils ont été faits sans participation de Sauron. C'est obligé, c'est pour ça que ils ne sont pas corrompus, c'est pour ça que les elfes ne sont pas transformés en Nazgûl. En gros, pour simplifier beaucoup, on a une très jolie scène où on les voit en long, en large et en travers. On a de quoi faire des répliques si on veut. Pareil, je veux bien la réplique de ces 3 anneaux. Ils vont être très importants, on en reparlera beaucoup en saison 2, des anneaux de pouvoir. Il y a des gens qui vont les avoir, ils nous disent pas là à ce moment-là. C'est marrant parce que les 3 personnes qui sont autour de la table à ce moment-là, donc Celebrimbor, Elrond et Galadriel, on dirait que ce sera eux qui auront les anneaux à ce moment-là, et ce sera peut-être pas forcément eux. Intéressant à voir pour le futur. Et on a une transition assez classe où c'est difficile à la décrire, mais c'est comme si la table sur laquelle sont les anneaux brûle et ça se transforme en l'œil de Halbrand, Sauron, dans lequel on voit à la fois les anneaux des elfes, son œil à lui, l'œil de Sauron, et la montagne du destin, ce qui est très important pour la suite, et on dézoome et on voit son visage très... Ce plan-là est un poil cliché, mais je pardonne l'excès de... Les cheveux dans le vent, la cape noire, tout sombre, tout sombre à fixer le volcan, c'est un peu too much à mon goût, mais je comprends pourquoi ils font ça comme ça. Et évidemment, ils regardent le Mordor et ils se dirigent vers la montagne du destin. Et donc le dernier plan qu'on a, c'est sur le Mordor. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Ok, je vais essayer de conclure assez rapidement parce que ça fait un petit moment que je parle et que je pense que j'ai couvert une bonne partie de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Je pense que cet épisode est intéressant parce qu'il réunit un petit peu tous les éléments que j'apprécie et tous les éléments que j'apprécie pas. À l'exception des nains. Les nains m'ont manqué. Le fait que Durin ait pas été dans cet épisode est une travestie. On manifeste quand vous voulez. Mais sinon, j'ai adoré les explorations de personnages, les discussions des personnages entre eux. Que ce soit Nori et Gandalf, que ce soit Gil-galad, Elrond, Celebrimbor, Galadriel, les 4 qui discutent. J'adore. Elrond, Galadriel qui discutent. J'adore. Halbrand, Galadriel qui discutent. Perfection. J'adore tous ces moments-là où les personnages parlent entre eux et on explore leur personnalité, ce qu'ils ont expérimenté pendant cette saison, ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce que va être la suite pour eux. Je suis toujours pas méga fan du temps, de la compression du temps. Pas de la compression du temps dû à ça devrait se passer avant que Isildur soit vivant, ce genre de choses. Ça je m'en fous, mais il faut le faire en 3 semaines. C'est pas mon truc favori. Je trouve ça dommage qu'ils aient réduit le personnage de Celebrimbor autant. On verra si ça continue en saison 2. C'est pas grave, parce que ça enlève rien à la série, puisque on a les éléments qu'ils ont enlevés à Celebrimbor sur d'autres personnages, mais je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un personnage intéressant, je trouve, dans les textes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'elfes comme lui, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Halbrand, Sauron, l'étranger, Gandalf, ça me va très bien. Il l'avait construit correctement. C'était pas, comme je disais, je pense pas que les 2 révélations étaient l'essence de cet épisode, et ça, je pense que c'était pas ça l'important, et c'est bien que c'était pas ça l'important. Le rythme m'allait bien, la réalisation était magnifique, les visuels, moi quand je fais les images là pour ces vidéos, j'ai un choix magnifique d'images, je me retiens de ne pas en mettre plus parce que sinon ça devient fou, mais visuellement cette série est absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai beaucoup aimé cette saison au final, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je pense qu'il faut qu'on se prépare tous mentalement à ce que la suite soit extrêmement déprimante. Parce que quand même le 2e âge, si vous connaissez que le début du Seigneur des Anneaux, le prologue dans le film, vous vous doutez que si on a eu besoin d'une alliance des elfes et des nains, c'est une grosse bataille telle qu'on a au début de ce film, c'est que les choses n'allaient pas fort bien en terre du milieu, les choses vont aller en s'empirant à partir de maintenant.
Donc je pense qu'on va profiter du fait qu'on a eu des scènes toutes mignonnes, toutes jolies, toutes en souris. On a eu Galadriel qui s'entraîne avec les Numénoréens. On a eu Poppy et Nori qui ramassent des myrtilles. On a eu Elendil qui fait des petites vannes avec Galadriel, avec Myriel. On va chérir ces souvenirs avant que tout le monde devienne déprimé et que ça devienne horrible dans les saisons précédentes. Horrible du bon côté des choses, ça peut faire de la très bonne télévision, en théorie, s'ils réussissent ce qu'ils essayent de faire, mais déprimant. Et du coup, non, cette saison était... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché d'être un peu lente. Et moi, comme je disais, je pensais qu'ils allaient aller encore plus lent que ça, donc ça m'a pas du tout gênée. Je trouvais qu'ils sont allés vite, au contraire, sur plein de choses. On n'a pas vu Arondir et Bronwyn non plus dans cet épisode, c'est dommage. C'est marrant qu'ils aient fait les petites scènes sur Numénor et qu'ils nous ont pas montré où arrivaient Bronwyn, Arondir et les gens des Terres du Sud. Ce sera sans doute un gros focus de la saison 2, mais... Non, c'était vachement bien. C'est sans doute une des... En fantasy, on n'a pas eu non plus beaucoup d'excellentes séries. Game of Thrones, évidemment, est en haut du panier, mais la sélection est pas immense, et donc évidemment Rings of Power est tout en haut. Je suis incapable de vous dire maintenant si c'était mieux ou moins bien que Game of Thrones. Game of Thrones a eu 8 saisons, donc on en discutera une fois que la série aura un petit peu avancé. Et puis surtout, c'est pas du tout le même genre d'histoire, c'est-à-dire que là, c'est une grande fresque romanesque c'est une grande... Je sais pas, romanesque, je sais pas si c'est le bon mot, c'est une grande fresque historique presque qu'on nous raconte dans Rings of Power, alors que Game of Thrones, c'était un conflit politique et militaire entre deux familles, donc c'est pas vraiment le même type d'histoire. Ouais, j'aime vraiment beaucoup les personnages. Je m'attendais pas à aimer les pieds velus autant que je les ai aimés. Je pense que après Durin et Elrond, qui sont tout en haut dans ma liste, je pense que Poppy et Nori sont juste après sur les personnages que j'ai aimés le plus dans cette saison. Galadriel, qui est l'un des personnages les plus centraux, on va dire, de cette série, en tout cas sur la première saison, est intéressante. C'est difficile de l'apprécier beaucoup comme on peut apprécier Nori, parce qu'évidemment Nori ou même Durin et Elrond, ils ont beaucoup plus de scènes légères et rigolotes et fun, alors que Galadriel, elle était tout le temps très intense et très traumatisée, ce qui la faisait difficile à l'apprécier énormément, mais je trouvais son arc extrêmement intéressant. Je suis un petit peu inquiète maintenant. J'y avais pas pensé avant de faire cette vidéo. Mais maintenant, je suis un petit peu inquiète pour le début de la saison 2 sur le fait qu'elle va garder ce secret trop longtemps. J'espère vraiment que non. J'espère que dans l'épisode 1, on aura direct cette révélation, parce que je trouve pas ça très intéressant de conserver ce mystère. Je trouve pas ça intéressant que les autres elfes et les humains ne soient pas au courant que Sauron est de retour. On verra ce qu'ils font. Dans tous les cas, même si ça arrive, la saison 2, il y aura plein de choses très intéressantes. Comme ils vont un petit peu plus vite, ils sont allés plus vite que ce que je pensais. Du coup, là où je mettais la fin de la saison 2 dans ma tête, maintenant, elle va potentiellement bouger. À voir, sauf si elle dit pas que c'est Sauron, ça veut dire qu'on peut toujours avoir la création des autres anneaux en début de saison, milieu de saison... Non, je vois pas trop... je sais pas. Je sais pas exactement comment ça va fonctionner, j'ai quelques idées, je sais où ils vont, évidemment, et la majorité des gens savent où ils vont, puisque, encore une fois, le début de la communauté de l'anneau, c'est la fin du deuxième âge, donc on a tous une vague idée vers où ça va aller, mais ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils vont. J'ai aucune idée de ce qu'ils font exactement avec Gandalf, et ça va être très très intéressant. Je suis extrêmement curieuse de voir que le Rhône et le Rhin, je sais pas comment on prononce, et tout ce qu'il va y avoir dans ce coin-là. Ça va être intéressant de voir Arondir et Bronwyn, parce que pareil, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup exploré, les réfugiés en Terre du Milieu, et ce qu'ils vont devenir, ce sera vachement... Je suis très curieuse. J'ai vraiment hâte de voir cette série. Je sais que là, sur cet épisode, j'étais un petit peu mimi, j'avais des choses que j'aime beaucoup et des choses qui m'ont chiffonné, comme je disais au début de la vidéo. Mais globalement, j'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup ces personnages. J'adore visuellement magnifique. La musique, Bear McCreary, je t'aime tellement. La chanson à la fin elle m'a fait penser à la chanson à la fin des 2 tours, qui est cette espèce de voix très
on va vers l'obscurité, on va vers des choses on va pas vers le. C'est pas une belle voix, c'est une voix, mais c'est très bien chanté, mais vous savez, c'est une mélodie maléfique et quelque chose de, ouais, de pas, ça prédit des choses pas cool. Mais du coup, la chanson de fin, elle est très bien avec l'ambiance des dernières images de cet épisode. Et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses, mais je suis sûre qu'on aura plein de discussions dans le futur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Dites-moi tout dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Est-ce que vous avez accroché? Est-ce que vraiment les écarts par rapport à Tolkien vous ont trop agacé pour continuer à regarder? N'hésitez pas à tout me dire de façon respectueuse dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt sur Univers Fantasy. Bye!